On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Déjà une 15aine d'épisodes de Follow Me depuis le lancement du podcast. Alors, on est encore tout jeune, c'est sûr, mais j'ai déjà appris des tas de choses grâce à mes invités et vous aussi, j'espère. Pour vous faciliter la vie, je vous propose une série d'épisodes spéciaux qui regroupent les meilleurs enseignements de mes épisodes dans 5 thématiques. Comme ça, vous n'aurez pas à vous farcir tous mes épisodes, je suis sympa, avouez-le. Même si bon, ça me ferait vraiment plaisir que vous le fassiez. La thématique de cet épisode, se lancer. Et oui, pas simple de passer de l'idée à la réalisation. Des tas de freins peuvent vous bloquer, en tout cas en apparence, parce que vous allez le découvrir au travers de ces témoignages, il ne faut pas avoir peur de l'imperfection et surtout ne pas avoir de syndrome de l'imposteur. Vous allez découvrir que beaucoup de gros youtubeurs, podcasteurs ou tiktokers se sont lancés sur un malentendu presque par hasard. Vous avez envie de prendre la parole, de créer, de vous exprimer, vous avez des choses à partager, faites-le sans penser à ce que diront les autres. Votre plus gros frein en définitive, c'est vous. Il faut appuyer sur l'accélérateur maintenant. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le youtubeur Léo Duff qui était mon tout premier invité. Et donc, à quel âge tu as commencé à faire des vidéos sur YouTube ? À l'âge de 13 ans. Okay. C'était pas sur YouTube à l'époque, c'était sur Dailymotion. La plupart ont été supprimés par mon moi du passé qui avait un peu honte au bout d'un moment. Mais ouais, je parlais pas, j'étais sur des jeux vidéo parce que c'est ce que je regardais à l'époque. J'avais fait un petit peu de tech aussi, je me souviens d'un déballage de l'iPod Nano, sans aucune connaissance, je racontais que des conneries, mais j'étais content. Et c'était une époque où il y avait pas trop de vues, il y avait pas trop de commentaires, etc. C'était très peu communautaire et en fait, je crois que je faisais même pas les vidéos pour qu'elles soient regardées. Je les faisais parce que je regardais des mecs faire et j'avais envie de faire pareil, un petit peu comme quand tu regardes Harry Potter et qu'après t'es dans le jardin à faire semblant que t'as une baguette magique. Donc voilà, c'est parti vraiment de je filme du jeu vidéo avec un caméscope qui est empilé sur des cassettes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon bah c'est cool ce que je fais, ça, je peux le faire sur la tech et voilà. JB alias The High Collection qui était mon invité dans l'épisode 3 de Follow Me. Non, j'ai commencé fin de 3e, début seconde. Okay. Pour le fun, parce que je voyais des gens faire ça. J'étais passionné et j'ai dit pourquoi pas moi. Ok, comment ça t'a pris, c'est ça? T'étais inspiré par d'autres ouais, il y en a, YouTubeurs. YouTube déjà à l'époque ou t'avais commencé plutôt sur une plateforme type Dailymotion? Non, direct YouTube. Direct. Ouais, parce que Dailymotion, voilà quoi, ça a duré en 2004 à mon avis 1 mois et après depuis ça n'existe plus. Donc non, directement YouTube parce que c'était le plus classique, le truc qui était le plus vu et surtout tous ceux que je regardais étaient sur YouTube, que ce soit des Américains ou des Français, dont certains qu'on connaît très bien. Alors, au tout début de ma chaîne YouTube, je faisais pas que de la tech. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je crois que j'avais fait des trucs sur des objets dérivés Harry Potter. Okay. Parce que c'était l'époque, c'était la période et la mode à l'époque du dernier film Harry Potter qui sortait. Et du coup, comme je kiffais et que j'étais en 3e et du coup, j'étais un enfant, du coup, j'avais fait des vidéos sur ça durait 3 mois. Et en fait, après, je me suis dit, tiens, je préfère la tech, c'est beaucoup mieux, en fait. Et je voulais faire des vidéos sur la tech, mais j'avais pas de matériel, j'avais rien. Et du coup, j'avais attendu d'avoir l'iPhone 4S. Okay. Donc, en octobre 2011, pour faire une première vidéo. Et elle a directement plu. Enfin, plu à l'époque, c'était 4000 vues, c'était un buzz, tu vois. Et après, j'avais fait le test de Siri. Donc, c'était vraiment tout nouveau truc. Et là, elle a fait 100 000 vues. J'étais là en mode, what? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai après complètement délaissé les trucs Harry Potter et je suis parti sur la tech. Ta première vidéo tech, c'était quoi ça? C'était un test le déballage de l'iPhone 4S. Elle est toujours en ligne. C'est la première aujourd'hui vidéo sur ma chaîne. J'en ai supprimé aucune. Adam Bros, youtubeur également, que vous pourrez retrouver dans l'épisode 4 de Follow Me. T'as commencé YouTube à 10 ans. 11 ans, effectivement. Ouais, exactement, j'ai commencé à 11 ans. Avec des potes, juste on avait une caméra et on s'est dit pourquoi pas faire des parodies de trucs qu'on aime bien. Okay. Du coup on a décidé de les poster sur YouTube parce que c'était là pour héberger des vidéos et petit à petit j'ai repris la chaîne à mon compte et j'ai transformé ça en analyse de pop culture. D'accord, et donc ça a toujours été sur cette même chaîne depuis 9-10 ans. Ouais, il suffit, on peut aller voir sur la chaîne dans les à propos. Tu n'as rien effacé, t'assumes tout.
Alors si, bien sûr, tout est en privé. Ok. On peut remonter jusqu'à il y a 5 ou 6 ans à peu près, je dirais. Et le reste c'était en privé déjà parce qu'il y avait des potes à moi qui à mon avis voulaient plus apparaître, et aussi parce que il y a des contenus que j'assumais pas du tout parce que j'avais 13 ans, donc c'était pas... Ouais, bien sûr. Et donc, et comment on s'organise quand on a 10 ans et qu'on fait des vidéos sur YouTube? On utilise quel matos? Comment tu faisais peut-être pour monter, ne serait-ce que tes vidéos? Comment tu faisais? Alors, je dois confesser que j'ai beaucoup de chance. J'ai un père qui bosse dans l'audiovisuel. Ok. Du coup, il m'a un peu aiguillé en me disant... c'est plus facile. Ouais. Exactement, iMovie, c'est pas mal, etc. Même s'il était en mode je te laisse te débrouiller. Et ce qui m'a sauvé, c'est YouTube en fait, parce que... C'est-à-dire que je commençais le montage, je mettais la vidéo, et dès que j'avais besoin de quelque chose, moi je le tapais sur YouTube, et il y avait forcément un mec de 17 ans à l'autre bout du monde pour m'expliquer comment le faire. Ouais, et donc petit à petit, j'ai appris, j'ai pris en connaissance, et c'est comme ça que je me suis organisé, surtout avec des tutos, quoi. Place à Caroline Jurado, la TikTokeuse experte en crypto, qui nous a raconté ses débuts dans l'épisode 5. Je voulais tester l'acquisition en B2C, mais je savais pas sur quoi. Et je voulais tester un truc sur lequel j'étais sûre de rencontrer personne. Genre, je voulais pas me taper la honte pendant que je testais un truc. C'était vraiment ça. Donc, du coup, LinkedIn, je laissé de côté. Instagram, ça me semblait être super bouché comme média. Et du coup, je me suis dit que sur TikTok, il allait y avoir que des adolescents. C'était parfait, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancé un challenge, 1 mois, une vidéo par jour. Donc, c'était il y a 1 an, tout pile. Et voici Anne Fan, à la base blogueur tech et qui a créé le Journal du Geek, qui est devenu aujourd'hui ce qu'on sait tous. C'était juste un blog personnel, c'était un site que j'avais monté en fait pour pouvoir répertorier, retiens bien, des liens pour mes amis, parce que quand je les voyais le week-end, ils savaient pas de quoi je parlais. Donc du coup, je me dis, tiens, dans la semaine, je vais mettre tous les liens que je découvre sur Internet. Ouais. Et avec un peu de chance, ils vont pouvoir lire ça et on va pouvoir en discuter le week-end. Ok. Voilà. Shubham Sharma, dans l'épisode 8, nous a raconté comment il était passé de hacker de console à roi de l'automatisation sur YouTube et aussi TikTok. Avec Jedi, on se dit, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. On trouve pas un truc qui nous anime. Moi, je me dis, putain... Moi, j'ai quand même envie de reprendre ma chaîne YouTube parce que je vois qu'il y a plein de créateurs qui repartent à ce moment-là. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de watch time qui est disponible en fait. Et aussi, go quoi. Et là, Jedi, lui, de son côté, il a lancé une communauté de finance perso en ligne sur Slack à l'époque. Et moi, je me suis dit, vas-y, go, je reprends ma chaîne. Et donc là, j'ai pas fait la même bêtise que la première fois. C'est que cette fois-ci, j'avais une idée précise en tête de ce que je voulais faire. Une value proposition qui était claire. Enfin, j'en avais 3. Et cette fois-ci, j'ai appelé plein de gens pour savoir laquelle j'allais faire. Donc, j'avais soit aidé les développeurs à devenir de meilleurs marketeurs. Donc, c'est-à-dire à quand ils créent des produits, comment bien le marketer, en comprenant vraiment toutes les erreurs que j'ai faites et surtout en apprenant, en expliquant ce que j'ai appris chez Medjet, Keymetrix, etc. Soit aider les développeurs à devenir de meilleurs freelance, à mieux se vendre. Étant donné que j'ai beaucoup fait de freelance, je pense que j'avais pas mal à apporter sur ce côté pricing, sur ce côté contrat, sur ce côté comment bien négocier, sur ce côté comment avoir du recurring. Soit je parle de no-code, assez large, mais je sentais qu'il y avait un truc, je sentais que vu que j'avais tout fait en no-code, en fait, j'y ai pas cru au moment où on l'a fait. J'ai dit, attends, mais on a mis 0 ligne de code, là, dans Flouze. C'est pas possible, tu vois. Le truc, c'est assez pour lever autant de fonds que tu veux. Faut que je montre ça. Faut qu'il y ait plus de ça. Je me suis rendu compte que le no-code, il y avait une espèce de fascination autour de ce monde-là. Qui était assez nouveau, qui allait arriver. Tu regardais les trends sur Google Trends, etc. La courbe était quand même bien en hausse. On sentait qu'il y avait de l'intérêt croissant là-dessus. Et je me suis dit, vas-y, go, quoi. C'est parti, no code. Maintenant, il restait la question de est-ce que je le fais sur ma chaîne ou est-ce que je démarre une nouvelle chaîne parce que ma chaîne n'avait rien à voir. Et j'ai fait le choix de garder cette preuve sociale des quelques 3-4 000 abonnés que j'avais et partir de ça. Niemesia, dans l'épisode 9, nous raconte comment elle a établi ce positionnement entre charme et reine du troll sur Twitter. C'est vrai que dans la vraie vie, et comme d'ailleurs sur Twitter, je commençais par toujours être dans la justification, essayer de prouver. En fait, c'est ça. Je pense qu'en tant que femme et en tant que créatrice de contenu en général, il y a ce truc-là où il faut qu'on prouve qu'on n'est pas que en physique ou que qu'on a quelque chose à apporter en permanence. Donc c'est extrêmement énergivore, j'allais dire, de devoir toujours être dans ce truc-là. Non, je vous jure, je peux réfléchir et tout.
Et il y a un moment, je pense, sur Twitter où j'ai eu ce truc-là, où j'en ai eu marre en fait de prouver en permanence et de voir c'est ça complètement. Donc je me suis dit, ok, les débats sont sans fin. Complètement. Et donc vu j'ai dit, ok, en fait, vous voulez me prendre pour la pain-bêche, comme je le dis un peu dans ma bio, bah ok, on va faire ça et on va y aller à fond, quoi. Adrien Garcia est un podcasteur du label Orso Media et il nous raconte ses tout débuts dans l'épisode 11 de Follow Me. Dans ma reconversion, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment des podcasts américains. Tim Ferriss, Tom Ferriss, je le rebaptise, Tim Ferriss, et un peu les Français qui commençaient. T'avais Greg Devlant, t'avais bien sûr l'ami de Génération Do It Yourself, et voilà. Et à un moment donné, je me dis, mais je trouvais pas le contenu qui me faisait kiffer, le contenu qui m'accompagnerait dans ma reconversion. Donc, à savoir des parcours entrepreneurs dans la mode, des gens qui font la mode, des acteurs de la mode. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je le trouve pas, je vais le créer. Mathieu Stéphanie, podcasteur français bien connu et membre aussi du label Orso Media, nous raconte aussi ses débuts. J'écoutais des podcasts depuis... j'ai écouté des podcasts potentiellement un peu par accident, comme tout le monde, au tout début du podcast, notamment 2006, 2007, 2008. Je me souviens d'écouter des mix de, je crois que c'était David Guetta, qui faisait des trucs toutes les semaines. Enfin, il y avait pas mal de DJ qui n'étaient pas encore hyper connus d'ailleurs à cette époque-là, qui passaient sur FG ou différentes choses. Puis il y avait des podcasts donc musicaux, il y avait différentes choses comme ça. Et puis bon, après le podcast est tombé dans les limbes d'internet. Il y en a certains qui ont continué, Patrick Béja, le rendez-vous de tech, il y en a voilà, mais Tech Café aussi. Tech Café, exact. Qui va faire bientôt 10 ans là. Incroyable, tu vois. Et puis moi je me suis retrouvé à écouter, je dirais, le Tim Ferriss Show en 2013 ou 2014, à retrouver des échanges au long cours entre deux personnes, des discussions, donc qui n'étaient pas des interviews, tu vois, qui n'étaient pas du boulot de journaliste, mais vraiment d'entrepreneurs, d'investisseurs. Puis après d'autres choses qui étaient, alors là pour le coup certains du travail de journaliste, puisque je parle de Startup et de Gimlet Media, qui s'est fait racheter plus tard par Spotify, mais là c'était des journalistes, des anciens de NPR, National Public Radio, donc l'équivalent de Radio France aux États-Unis. Et donc, bah, tu vois, je passais des moments exceptionnels en fait. Moi je passais dans mes oreilles, j'étais limite impatient de me dire tiens, quel est le prochain épisode, quand est-ce que ça vient. Et donc il y avait ces épisodes assez montés, un peu Gimlet, plus dans une approche très créateur de contenu pro, etc. Et puis les discussions très longues entre tu vois, Tim Ferriss, Joe Rogan, James Altucher, que j'écoutais beaucoup plus à l'époque, un peu moins maintenant. Et tu es allé avoir, je sais pas moi, des épisodes qui m'ont marqué, Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger. C'est toujours valable, hein, écouter Arnold Schwarzenegger chez Tim Ferriss, ça doit être un épisode de 2014, mais 2 fois 1 heure ou 2 fois 2 heures, je sais plus, mais le truc est mythique, c'est un document assez incroyable. L'idée, c'est de te dire, tu documentes des tas de choses, et moi, j'avais une sorte de connexion avec toutes ces personnes, tu sais, intellectuelles, ou en tout cas, j'avais l'impression de m'abreuver intellectuellement. T'avais pas l'impression d'être un ovni à l'époque où personne n'écoutait de podcast? T'avais pas l'impression d'être Mathieu, le mec qui écoute des podcasts? Et puis en plus, j'en parlais à tout le monde, tu vois, j'étais comme un ouf, c'est-à-dire que je leur disais, faut que t'écoutes ce machin, puis je les partageais comme un ouf, et je leur disais, et puis les mecs me regardaient, mais un podcast, mais déjà, comment t'écoutes ça? Mais t'as une appli sur ton téléphone. Un iPod Non, mais en plus, l'appli était sur les téléphones, mais personne, voilà, je les abonnais. Une fois, de temps en temps, il y avait une lumière qui s'allumait chez quelqu'un qui se mettait à en écouter, et tu vois, mais j'avais l'impression que c'était 1 sur 10 ou 1 sur 100 qui se mettait à les écouter lui-même après. Mais vraiment, ça a mis des années. J'avais vraiment l'impression d'être seul. Je l'ai partagé à mes associés, mais j'avais l'impression d'être seul à écouter des podcasts, quoi. Il y a de temps en temps un peu des trucs qui sont là, à portée de main, et puis qu'on n'utilise pas. Et moi, je les écoutais, toutes ces personnes, et je me disais, bon, bah, il y a bien un jour où il y a un Français qui va faire ça, ou un francophone, tu vois. Puis, tu vois, tu te dis ça, 2015, 2016, et puis là, à un moment, je me dis, attends, mais finalement, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. J'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur. Il y a personne qui sort là du buisson. Je vais le faire, quoi. Ça doit pas être si compliqué, quoi. Donc j'ai acheté du matos, puis je me suis lancé assez vite, et par ces années aussi où tu me demandais si je montais ou je faisais d'autres choses sur la vidéo, j'avais quand même compris, parce que le montage
audio, finalement, t'en fais dans de la vidéo. Enfin, oui, bien sûr. Tu rajoutes des pistes, tu fais des tas de choses. Donc finalement, c'est allé assez vite sur cette partie-là. J'ai pu me faire mon intro. J'ai vite trouvé, comme j'ai toujours bidouillé sur Internet, des musiques libres de droit. J'ai vite compris qu'il fallait pas trop monter parce que sinon, t'arrivais dans un enfer après chaque épisode. Et puis je me suis lancé, en fait.